Les routiers embrayent face à la réforme travail. Ils ouvrent même la voie dès demain pour une longue semaine de mobilisation. Va-t-il y avoir de nouveaux blocages? Les routiers peuvent-ils faire basculer ce conflit contre les ordonnances? On en parle avec plusieurs acteurs clés sur ce plateau cet après-midi. Jérôme Vérité, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général de la Fédération Transport de la CGT. Face à vous, Frédéric Anzac, bonjour. Bonjour. Président de la branche carburant de la Fédération nationale de l'artisanat automobile. Vous représentez les pompistes finalement sur ce plateau. Et un arbitre peut-être, Raphaël Borouman, économiste spécialiste des questions d'énergie. Bonjour. Bonjour Julien Domaine. Bonjour à vous trois. Les routiers qui donc s'avancent dès demain, qui avancent en ordre dispersé. Encore une fois, il y aura deux mouvements distincts. D'abord, demain, ce n'est pas vous Jérôme Vérité, c'est la CFDT, la CFTC qui appelle à manifester sans blocage, pour informer, pour interpeller. On va y revenir dans quelques instants, mais on va s'intéresser à ce qui se passe aussi 8 jours plus tard. Le 25, c'est votre rendez-vous avec Force ouvrière. Là, est-ce qu'on doit s'attendre à des blocages ? Des blocages, il y en aura si effectivement, et je l'espère, une masse de salariés se mobilise. C'est le mot d'ordre. Mais bien évidemment, puisque nous sommes dans une attaque sans précédent contre le Code du travail, contre les garanties collectives des salariés, et après la mobilisation réussie du 12 septembre, celle qui, je l'espère, sera encore plus importante du 21 septembre, il sera temps de monter le ton. Je rappelle que les ordonnances doivent passer au Conseil des ministres le 22 septembre, donc il est temps effectivement de rentrer dans un rapport de force avec ce gouvernement. Et effectivement, c'est pour ça que nous appelons avec Force ouvrière à partir du 25 septembre à la mobilisation. En sortant en masse les camions, à quoi on pourrait s'attendre? Combien de personnes mobilisées? Mais vous savez, la mobilisation chez les routiers prend toujours des formes particulière. Ça ne prend pas la forme de manifestation dans la rue, ça prend effectivement la forme de mobilisation sur leur lieu de travail, qui est la route, avec leur outil de travail, et puis généralement des rassemblements autour des dépôts de carburant pour ceux qui conduisent des matières dangereuses. Ah, effectivement, Raphaël Borouman, on sait qu'il y a des sites clés stratégiques dans ce type de conflit. Oui, alors là, en plus, il y a un traumatisme par rapport aux grèves chez les routiers, parce qu'effectivement, à chaque fois, il y a la crainte de cette pénurie. Il y a 8 raffineries en France, et c'est vrai que, 9 si on compte la Martinique, il y en a 6 sur 8 qui étaient bloquées en 2016, et 20% des stations-service qui avaient des perturbations partielles ou complètes en termes d'approvisionnement. Donc il y a véritablement une psychose qui peut s'installer si le conflit s'enlise. Et pour vous, les pompistes, qu'est-ce que ça peut signifier très concrètement, très rapidement, ce jour du 25 ? Très rapidement, c'est un métier difficile. Donc c'est vrai qu'un blocage, c'est une perte de revenus pour une station-service. Des stations qui, je le rappelle, en fait, sur les 11 000 stations, ce sont 6 000 indépendants. Petite ACRL, entreprise familiale, indépendants, qui vivent au travers du carburant, mais pas seulement. Donc quand il y a des blocages de carburant, les gens se reportent systématiquement que sur le carburant et n'achètent plus de confiserie, n'achètent plus en station, ne font plus réparer leur voiture, ne font plus de lavage. Et c'est tous ces éléments qui rapportent aux stations et qui les font vivre aujourd'hui. Vous êtes des victimes collatérales dans ce type de conflit ? Tout à fait. C'est par exemple... Ça peut être très grave. On a eu le cas par exemple en mai dernier, encore très récemment. Ça avait eu quoi comme conséquence ? Surtout votre activité. Surtout sur la région parisienne, je crois, où l'impact a été très fort, mais aussi du fait des consommateurs qui, par excès de réserve, affaiblissent les stocks aussi. Oui, à ça, c'est pas complètement direct forcément comme coïncidence, mais c'est un effet boule de neige. Voilà, c'est-à-dire que le problème, c'est que quand il y a une crainte de pénurie, il y a une consommation 3 à 5 fois supérieure à la consommation moyenne. Et donc, le fait d'avoir cette crainte de pénurie engendre, en fait, par effet boule de neige et cercle vicieux, une pénurie réelle. Et donc, c'est ça qui entraîne parfois une hausse des prix et le fait qu'il y ait des ruptures d'approvisionnement. On va pouvoir revenir évidemment sur ces conséquences plus longuement, plus largement. On va s'intéresser à ce qui va se passer directement dès demain, puisque ce sont donc vos collègues de la CFDT, de la CFTC qui appellent à manifester. On leur a demandé ce matin, ils étaient sur notre antenne, on leur a demandé pourquoi ils n'avaient pas tout à fait le même mot d'ordre que la CGT et FO. Je vous propose d'écouter votre homologue de la CFDT.
On n'a déjà pas la même vision de ce que veut faire nos collègues de FO, de CGT. Eux, c'est plutôt des blocages dans un premier temps. Nous sommes avec ma confédération dans une semaine qui est du 18 au 22 d'appel à mobilisation, à sensibilisation dans tous les secteurs. Particulièrement, nous, le transport, ce sera donc lundi, donc demain. Donc nous sommes dans une autre phase. Nous, on ne reparle pas de la loi El Khomri. La loi El Khomri, par exemple, permettait de prendre l'arrêté économique de l'entreprise, qu'elle soit au niveau de l'Europe, au niveau du monde. Demain, c'est remis en cause. Ben, vous voyez, nos collègues aussi craignent cet état de fait, mais néanmoins remettent en cause la loi El Khomri. Cette action, informer, interpeller, c'est ce que veut faire la CFDT, ça ne sert à rien, Jérôme Vérité? Non, y compris d'ailleurs, il y aura des militants CGT demain aux côtés de la CFDT et de la CFTC à informer très largement les salariés sur les méfaits des ordonnances. Moi, je me réjouis que les 4 organisations syndicales du secteur du transport routier parlent d'une même voix sur les ordonnances, sur les méfaits des ordonnances. Qu'on ait eu effectivement et qu'on ait encore des approches différentes sur la loi El Khomri. Oui, bien sûr, la CGT réclame et continue à réclamer l'abandon des lois El Khomri. Mais sur les ordonnances, visiblement, nous avons des points de vue qui se rejoignent. La CFDT parle de typhon social, donc ça montre bien effectivement à quel point ces ordonnances sont extrêmement néfastes, et notamment pour les conducteurs routiers. Donc de ce point de vue-là, moi je ne peux que me féliciter de la journée du 18, et probablement qu'à l'issue de cette journée du 18, nous aurons des contacts intersyndicaux. En tout état de cause, je pense qu'une fois qu'on aura convaincu tous ensemble les salariés des méfaits de ces ordonnances, ils s'occuperont de l'unité d'action. Alors justement, le mot d'ordre qu'on entend à la fois à la CFDT et chez vous, à la CGT, c'est de dire que la profession est particulièrement concernée par ces ordonnances. Pourquoi ? Oui, mais comme beaucoup d'autres, l'ensemble des salariés aujourd'hui de ce pays sont concernés par les ordonnances, et c'est d'ailleurs pour ça que je les appelle massivement à se mobiliser le 21 septembre prochain. Mais si on prend le secteur du transport routier, 80% des entreprises qui ont moins de 20 salariés, donc avec toutes les conséquences que cela a sur la capacité demain de faire signer aux salariés des accords sans les organisations syndicales, en ayant une convention collective qui ne soit plus protectrice, avec une capacité, par exemple, d'abandonner et de faire abandonner entreprise par entreprise, par exemple, la prime d'ancienneté, qui représente plus de 100 € aujourd'hui sur la fiche de paye. Donc, bien sûr que nous sommes effectivement extrêmement concernés dans un secteur qui est déjà extrêmement soumis au dumping social, à la fois d'ailleurs franco-français et européen. Sur le fond de cette réforme, vous êtes en accord, là, Frédéric Hanzak ? Là pour juger Est-ce que vous comprenez pourquoi ils se mobilisent ? Je comprends, mais à la fois, il y a d'autres branches ou d'autres métiers qui sont concernés. Je veux dire, c'est toute la France qui est concernée par ces lois. Donc, à la limite, et vous-même, votre secteur, dans ce cas-là, est-ce que vous êtes concerné ? Est-ce que vous vous mobilisez ? Nous sommes dans l'artisanat. Donc, non, je veux dire, c'est des petites entreprises. C'est des entreprises principalement familiales, déjà. Hein, la moyenne, c'est des entreprises de 5-8 personnes. Et pour rebondir sur monsieur qui parlait de 80%, j'ai un chiffre qui revient en tête. Un quart de la population qui vit dans des bourgs de moins de 3500 habitants se déplace à plus de 80% avec leur véhicule. Donc un blocage et un manque de carburant, c'est vraiment très, très nocif pour tout le monde, quoi. Il y a le blocage des stations-service, il y a aussi le blocage des usagers. Là aussi, ça peut arriver sur le périphérique. On le voit parfois sur des péages, des opérations escargots qui ralentissent le quotidien des Français. Vous savez, forcément, la mobilisation des routiers crée des conséquences parfois sur la circulation. Plutôt d'ailleurs en termes de ralentissement, il n'y a jamais de blocage des routes. C'est dans le fantasme des gens. Mais bien évidemment, si on parle des matières dangereuses, et on l'a vu en mai dernier, si les salariés qui conduisent des citernes s'arrêtent de travailler, il n'y avait d'ailleurs pas de blocage en mai dernier. Il y avait simplement 80% des conducteurs, notamment en Ile-de-France, qui étaient en arrêt de travail. Et donc, bien évidemment, ça a des conséquences extrêmement concrètes. Mais de ce point de vue-là, il est évidemment hors de question de remettre en cause le droit de grève, qui est un droit constitutionnel pour ces salariés du transport routier. Et les conséquences très directes, c'est cette question. On la posait dans les médias, on l'a dit en 2017, mais aussi en 2016, l'an dernier, juste avant l'euro. Une question très simple. Y aura-t-il assez de carburant ? Est-ce que c'est une question qu'on pourrait se poser dans les semaines à venir ?
Ça, c'est clairement une question qu'on peut se poser dans les semaines à venir, surtout si le conflit dure plus de 10-15 jours et qu'il y a ce phénomène de cercle vicieux où, par crainte, les ménages consomment davantage que ce dont ils ont besoin. Alors, il y a l'Agence internationale de l'énergie qui oblige à avoir 3 mois de stock de carburant. La France doit avoir à peu près une centaine de jours, mais ces 100 jours, c'est 100 jours de consommation moyenne. Donc, si la consommation est 3 à 5 fois supérieure, il y a un risque réel de pénurie. Alors nous avons retrouvé des déclarations de l'UFIP, l'industrie pétrolière, et de Total, notamment en mai dernier, au moment de l'ascension et de ce blocage, qui disaient qu'ils pouvaient anticiper un blocage. Ça veut dire qu'on peut se préparer du côté des professionnels, là aussi ? On peut toujours se préparer, mais c'est vrai que de toute façon, en termes d'impact économique, ça peut avoir un effet, alors qui ne sera pas énorme et qui peut être rattrapé sur le PIB si ça dure plusieurs semaines. Et ce qu'on espère ne sera pas le cas, même s'il y a un rapport de force actuellement entre le gouvernement et les syndicats qui est assez pesant. On peut remonter des années en arrière, évidemment, on le verra tout à l'heure, 92, plusieurs mobilisations dans les années 90, 2000, 2010. Est-ce qu'on a des précédents où ça a vraiment impacté l'économie plus ou moins durablement ? Non, alors durablement, non. Il y a toujours eu des effets de rattrapage, mais c'est vrai que là, il y a une croissance assez timide de 1,6% sur 2017 qui peut être un peu ralentie, notamment en termes d'investissement et de consommation, puisque s'il y a une hausse des prix du carburant, ça a un impact sur le budget des ménages. Et donc, la facture sera très salée pour ces ménages. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois, à chaque mobilisation d'ampleur, les gouvernements ont réagi. Nous avons retrouvé ces différents moments où le gouvernement venait pour lancer ce message à la fois à ceux qui se mobilisaient et à ceux qui avaient peur de manquer de carburant. Je propose d'écouter ces responsables gouvernementaux. Je les entends et je les écoute et je comprends que des chefs d'entreprise, de petites et moyennes entreprises soient inquiets. C'est pour ça que nous avons d'ores et déjà pris des mesures fiscales et sociales. Donc je leur dis qu'ils sont entendus, mais je leur dis aussi que le droit de manifester existe dans notre pays, il sera respecté. Mais le droit de blocage n'existe pas. Et donc là, nous ferons preuve de la plus grande fermeté s'il devait y avoir des tentatives de blocage de la circulation. Je considère que les transports constituent une liberté fondamentale et il a donc donné des instructions aux forces de l'ordre pour débloquer la totalité des dépôts de carburant. Nous ne pouvons accepter aucun chantage au carburant mettant en difficulté demain les usagers ou notre économie. Les sites seront débloqués et nous ferons en sorte qu'il n'y ait évidemment pas de pénurie pour les usagers comme pour les entreprises. 2004, 2010, 2016, un sentiment de déjà-vu, Jérôme Vérité ? Malheureusement, parce que nous n'arrivons pas à nous faire entendre, et notamment là sur ces ordonnances où la pseudo-concertation, les discussions ont bien montré la volonté finalement du gouvernement de passer en force sans écouter personne, puisque je me réjouis qu'y compris dans un certain nombre d'instances de consultation depuis l'annonce de ces ordonnances, l'ensemble des organisations syndicales, aucune n'a voté pour. Une très grande majorité a voté contre, une s'est abstenue, mais on voit bien effectivement qu'il n'y avait aucune volonté d'écouter les organisations syndicales. Donc malheureusement, nous sommes effectivement obligés de hausser le ton. Et chez les routiers, hausser le ton, effectivement, c'est de passer à l'action un lundi, sous les formes que vous venez de montrer. Et on voit qu'à chaque fois, le gouvernement répond. C'est ça, en fait. C'est que vous savez que c'est le type d'action qui fait réagir. Oui, bien sûr. Moi, j'entends, je souris même parfois à certaines déclarations que j'ai entendues, parce qu'il y a souvent un décalage entre ce qu'on dit à la population et puis la réalité des choses. C'est-à-dire là, concrètement et c'est vrai à chaque fois, puisque là, concrètement, j'entendais Manuel Valls, puisque j'étais aux responsabilités à ce moment-là, j'entendais Manuel Valls, c'était la veille qu'il nous annonce effectivement qu'il allait lâcher sur les heures supplémentaires et l'article 2 de la loi El Khomri. Donc il y a toujours un jeu politique, à la fois qui vise à décrédibiliser le mouvement, à dire en sorte que finalement il n'y a pas beaucoup de grévistes, que les choses vont aller très bien. On l'a vu d'ailleurs en mai dernier sur les carburants, où les organisations patronales et le gouvernement étaient extrêmement rassurants sur le fait qu'il n'y aurait pas de pénurie, et puis une réalité qui était effectivement tout autre. Pas le droit Simplement, Oui. Si je peux intervenir, le maillage est de plus en plus faible, notamment en Ile-de-France. On perd des stations pratiquement toutes les semaines suite à des aménagements d'urbanisme, suite à des fermetures parce que ces établissements sont sous immeubles ou en souterrain et que la réglementation a évolué. Donc au final, on perd de plus en plus de stockage de carburant, aussi bien en France
parce que les entreprises ferment, les stations ferment, ne sont pas reprises, mais aussi en Ile-de-France pour tous ces aménagements. Et c'est là où on a plus de difficultés. Votre réponse, Jérôme Vérité, à ce témoignage de professionnels? Non, mais qu'on perde aujourd'hui des stations essence dont acte. Moi, ce que je constate, c'est que le besoin en carburant, lui, reste extrêmement fort. On a aujourd'hui des salariés qui travaillent dans les matières dangereuses qui, de ce point de vue-là, n'ont pas de problématiques liées à l'emploi, mais par contre ont de fortes problématiques. C'est ce qu'ils ont exprimé en mai dernier et qui, d'ailleurs, prend le contre-pied des ordonnances, puisqu'ils réclament qu'on arrête finalement le dumping social entre eux, qu'on crée les conditions qu'ils aient les mêmes salaires, les mêmes primes, les mêmes conditions de travail. Et là, les ordonnances, évidemment, en renvoyant à l'entreprise, prennent le contre-pied de ça. Donc, attendez-vous à ce qu'effectivement, les choses soient extrêmement suivies dans ce secteur-là, comme dans l'ensemble du transport routier. Oui, mais ce que vous dit aussi Frédéric Ranzac, c'est que vous mettez aussi son secteur en difficulté. Mais ce n'est simplement que les conséquences. Et d'ailleurs, si nous avons annoncé avec Force ouvrière dès le 13 septembre cette mobilisation du 25, vous avez parlé vous-même de capacité d'anticipation, etc. Donc nous n'avons pris personne de ce point de vue-là, ni en otage, ni... voilà, nous avons simplement appelé le gouvernement à entendre ce qui remontait de la base des salariés et à créer les conditions de la discussion, de se remettre autour de la table, d'abandonner ces ordonnances et de créer les conditions, effectivement, d'avoir une vraie réforme du travail comme le veut la CGT, mais qui soit plus protectrice pour les salariés, qui ne soit pas destructrice de garanties sociales. Votre œil, Raphaël Bourmand, sur ce secteur? Alors, le problème, c'est que comme on parle des carburants, il n'y a pas d'élasticité prix. C'est-à-dire que s'il y a une hausse du prix du carburant, les ménages vont quand même continuer à consommer, puisqu'ils ont besoin de se déplacer, notamment pour leur trajet domicile-emploi. Et l'histoire des stocks de carburant, normalement, ont été créés pour gérer des problèmes pétroliers au niveau international. S'il y a une crise au Moyen-Orient, s'il y a un problème d'approvisionnement pétrolier à l'étranger. Pas pour des tensions nationales sur le marché du travail. Là, je ne suis pas en train de dire que c'est bien ou que c'est pas bien, mais je dis que l'objet du stockage, c'est pas de régler des crises qui sont liées à un mauvais dialogue social entre gouvernement et syndicats en France. Et pourtant, elles arrivent souvent. Ça veut dire qu'on ne se prépare pas assez à ce type de conflit en France? Ça veut dire que là, il y a une réforme majeure du droit du travail, et c'est vrai que c'est un peu surprenant, moi-même, en tant que salarié, d'entendre que les syndicats semblent ne pas considérer qu'ils ont été consultés. Si c'est le cas, c'est un peu étrange de ne pas avoir été consultés sur une réforme de telle ampleur. Et pas consultés, en tout cas, peut-être consultés, mais pas entendus, c'est ça que vous dites, Jérôme Vérité? Non, même les consultations, nous l'avons dit dès le départ, les discussions qu'il y a eu avec le ministère du Travail se faisaient sans texte, sans réellement connaître la volonté du gouvernement. Nous ne l'avons connu qu'au dernier moment, et y compris d'ailleurs, vous avez remarqué qu'on découvre au fur et à mesure, puisque c'est des textes qui sont relativement longs, on découvre au fur et à mesure un certain nombre... j'allais dire, entre guillemets, d'entourloupe, comme c'est le cas sur les licenciements et les primes de licenciement, puisque visiblement l'annonce du gouvernement, qui était cette petite carotte autour de l'augmentation de 25% des indemnités de licenciement, visiblement dans les décrets d'application là, qui sont présentés, ne serait plus le cas que pour les salariés qui ont moins de 10 ans d'ancienneté. Donc on voit bien que le diable, y compris, se cache dans les détails, et de ce point de vue-là, nous n'avons jamais eu de texte avant le 31 août, qui permettent, y compris, d'avoir le débat, et d'avoir le débat avec l'ensemble des syndicats et l'ensemble du patronat. Alors justement, puisque vous êtes là, qu'est-ce que très concrètement pourrait vous empêcher de bloquer le 25 septembre prochain les routes, les raffineries? C'est clair que nous demandons aujourd'hui au gouvernement de revenir sur les ordonnances, de remettre... Mais sur quel point particulièrement? Ils ne vont pas revenir sur tout, évidemment. Mais c'est ce que nous demandons le retrait des ordonnances. Mais je vais vous citer un certain nombre de points qui... probablement parle encore un peu plus aux salariés du transport routier. Je parlais tout à l'heure de la possibilité de signer des accords dans les entreprises de moins de 20 sans les organisations syndicales, plus de 80% des entreprises du secteur, et de remettre en cause au travers de ça des éléments substantiels de la fiche de paye, c'est-à-dire de remettre en cause un certain nombre de primes, de remettre en cause la prime d'ancienneté, là où on sait qu'on est dans un secteur où les prix sont tirés vers le bas, où la concurrence, y compris européenne, amène une forte pression, y compris sur le statut social des salariés. Donc ça, c'est forcément quelque chose d'extrêmement dramatique. Là, vous avez deux effets. À la fois s'attaquer à la fiche de paye. D'ailleurs, le gouvernement n'a pas entendu ce qui s'est passé il y a un an. Il y a un an, les routiers se sont mobilisés sur le retrait de la loi El Khomri. Un des éléments majeurs qui était dans les têtes, c'était la question des heures supplémentaires et de la rémunération des heures supplémentaires. Et c'est là-dessus que Valls avait fini par reculer. Et donc, ce gouvernement-là reprend la même logique en disant on attaque la fiche de paye, on remet en cause un certain nombre de primes. Il y a aussi d'autres éléments, la facilité de licenciement.
Vous vous rendez compte que dans les entreprises, maintenant, globalement, le patron ne va même plus avoir à justifier ses licenciements. Il va craindre plus grand-chose avec la réforme des prud'hommes, et on va surtout plus avoir de PSE. On va avoir des licenciements collectifs qui vont se faire sans négocier la question des reclassements, la question des primes de licenciement. Attendez, on ne peut pas accepter ça. On ne pourra pas faire tout le débat à nouveau de la loi travail, Non, mais vous ce qu'on voyez comprend, comme c'est c'est que long, vos tout ça. ambitions, sont très importantes, et donc que du coup, elles auront du mal à être entendues par le gouvernement. On sait que ces conflits peuvent aller très loin dans ces conflits, ces blocages de routiers. On a ressorti là encore une image d'archive. Alors là, on remonte à juillet 1992, Pierre Bérégovoy au pouvoir, les routiers qui sont dans la rue, et vous avez vu ces roues de chars. Ils ont sorti le char AMX de l'armée pour tracter ces camions qui étaient sur l'autoroute A1. À l'époque, cela va très loin dans le bras de fer. Vous avez des souvenirs, Jérôme Vérité, de ce moment-là ? Moi, j'étais trop jeune, mais j'ai des collègues en Sarthe qui m'ont souvent raconté, effectivement, puisque il y a le RIMA là-bas, et effectivement, ils avaient sorti les blindés pour tirer les camions en dehors d'une des routes. Et donc, effectivement, ce type de relation sociale, j'espère qu'on n'en arrivera pas là. Là, c'est véritablement un coup de force anti-grève. Mais ça montre que votre type d'action peut aussi entraîner ce type d'embrasement. C'est un secteur très sensible, là, on le voit. Là, on touche au carburant, donc on touche à un bien essentiel qui est non substituable. Donc c'est un secteur très sensible, et c'est regrettable qu'en 2016, quand il y a eu le blocage des raffineries, de 6 raffineries sur 8, le gouvernement ait reçu les représentants des secteurs transport et pétrole, mais pas les syndicats, dans une stratégie de communication du Premier ministre Manuel Valls. Donc là, il faudrait rentrer vraiment dans un dialogue, parce que c'est regrettable d'arriver à une situation où il y a une sorte d'escalade de tension et de bras de fer, et au milieu de ça, c'est la population française qui est, entre guillemets, prise en otage de ces tensions et de ce manque de communication. Et pour vous aussi, ce sont des moments très particuliers, ces blocages devant les stations-service notamment ? Très particulier parce que, en fait, sur un stockage normal, on va durer une petite semaine, 5-6 jours, on va dire, de stock moyen en station-service. Et sur un jour de blocage, on va arriver en 24 heures à épuiser tous les stocks. Et c'est des situations, on s'en souvient, des situations très complexes, de chaos avec des aussi. gens énervés. Voilà. Avec toute la complexité qui va avec, et des fois à arriver aux mains, à arriver à vraiment des choses pas sympas entre les gens. Vous l'avez vu ça, des batailles entre les voitures, entre les stations-service ? Oui, tout à fait. Raphaël Bourmeau. Oui, non, ce que je voulais ajouter, c'est que, alors ça, c'est pas du tout de la faute de Monsieur Vérité ou de la CGT, mais le contexte actuel des prix est que le prix du carburant est composé du prix du pétrole qui est orienté à la hausse en ce moment. Il a passé le seuil psychologique des $50 ce matin, et d'une fiscalité. La fiscalité, c'est 60% du prix des carburants. Et là, les prix explosent. Ça n'a rien à voir avec le conflit actuel. Et donc, on est sur une période de hausse des prix des carburants. Et alors, si en plus vous ajoutez une hausse de la demande, vous avez tous les paramètres du prix des carburants qui sont réunis pour entraîner une forte hausse qui va entamer le pouvoir d'achat des Français. Pour être complet d'ailleurs sur le secteur et les conséquences économiques, on sait que l'an dernier avait ébruité aussi le fait que des géants du secteur pouvaient se retirer de France s'il y avait trop de blocages à répétition. Alors là, on rentre dans des notions d'image et de l'attractivité de l'économie. C'est vrai qu'avec l'élection du président Macron, il y avait un peu une démarche pro-business qui avait été perçue depuis l'étranger. Là, on retrouve un peu ce qui est reproché à tort ou à raison à la France, moi je ne suis pas là pour juger, depuis des années, c'est-à-dire l'incapacité de réformer le marché du travail et d'avoir un dialogue intelligent entre syndicats et gouvernement. Mais la conséquence très concrète pour les Français, vous l'avez décrite à l'instant, ce sont ces files d'attente. C'est pas à double tranchant aussi ce mouvement, Jérôme Vérité, les Français qui peuvent finalement vous en vouloir et se retourner contre vous dans ce mouvement ? D'abord, je rappellerai que les ordonnances concernent l'ensemble des salariés de ce pays, et c'est l'ensemble des salariés de ce pays qui vont voir leurs droits demain mais d'abord, attaqués. ils vont voir leur réservoir tomber. Oui, d'accord, mais il est important de rappeler que les réformes des ordonnances ne concernent pas simplement les routiers, mais concernent l'ensemble des salariés de ce pays. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut se mobiliser le 21 en masse, encore plus que le 12 septembre, qui a déjà été une réussite. Après, effectivement, sur les conséquences concrètes de nos actions, bien évidemment qu'on en a conscience. Et encore une fois, c'est pour ça que nous avons
dès le 13 septembre. Nous avons dit au gouvernement non, ce n'est pas possible. Ce que vous faites, ce que vous êtes en train de faire, c'est une casse complète du Code du travail et donc nous ne pouvons pas l'accepter et nous irons au bout de la lutte. Mais remettez-nous autour de la table. Ça fait déjà maintenant quelques jours que nous avons annoncé le mouvement, encore une fois rejoint maintenant par la CFDT et la CFTC dans leur critique sur ces ordonnances-là. Qu'est-ce qu'il attend le gouvernement pour remettre tout le monde autour de la table, pour entendre les choses? Parce que quand je regarde y compris les sondages sur les lois travail, ils sont quand même pas très flatteurs pour le gouvernement. Plus d'un Français sur deux qui se dit contre cette réforme et qui soutient le mouvement. Oui, Raphaël Bourreau. Moi, ce que je crains, c'est qu'il y ait une agrégation des mécontentements d'ici fin septembre, parce que là, c'est vrai qu'il y a une semaine qui nous attend où il y a des manifestations tous les jours. On a le calendrier, on va le revoir peut-être, ce calendrier de la semaine qui arrive. 8 jours de mobilisation. En attendant, on n'en parle pas, les fonctionnaires le 10 octobre. 18 septembre, c'est demain, les routiers CFDT, CFTC. 21 septembre, la CGT de retour dans la rue. Le 23 septembre, la France Insoumise. Le 25, ce sont donc vous, la CGT et FO, les routiers, pour bloquer dans la rue si rien ne bouge. C'est la répétition qui peut là permettre une situation de blocage dans tout le pays, Raphaël. Voilà, c'est-à-dire que là, il y a une convergence de vues et une agrégation des mécontents. Il y a les retraités aussi qui veulent manifester contre la hausse de la CSG. Et donc ça, si vous ajoutez en plus les étudiants ou jeunes diplômés qui vont se sentir concernés peut-être, à tort ou à raison, par cette réforme... Et qui sont déjà échaudés par les APL. Voilà, qui sont déjà échaudés. Il peut y avoir une situation de blocage qui est très détrimentale, très préjudiciable, à l'économie française si elle dure plusieurs semaines. C'est aussi la stratégie, là, Jérôme Vérité, des syndicats et des partis, peut-être sans se concerter, mais en filigrane. Mais il faut monter le rapport de force, ça, nous l'avons dit, y compris à partir du socle extrêmement intéressant du 12 septembre. Maintenant, il faut hausser le ton, donc il faut que le 21, il y ait plus de gens encore dans la rue. Et puis, effectivement, il faut faire converger un certain nombre de luttes dans les professions pour créer les conditions d'un haut niveau de rapport de force. Encore une fois, moi je suis persuadé qu'on peut faire reculer le gouvernement, que contrairement à ce qu'il dit sur le fait qu'il ne bougera pas, si on crée les conditions effectivement d'avoir un très haut niveau de rapport de force, on peut le faire reculer. Alors on va justement entendre le gouvernement, c'était la semaine dernière à la rencontre des syndicats au lendemain des manifestations. Édouard Philippe qui reprend le mot d'ordre immuable depuis maintenant 4 mois, la fermeté. C'est là le résultat des urnes qui est toujours mis en avant. J'entends les inquiétudes, j'entends les oppositions aussi. Cette confrontation d'idées, cette confrontation de positions politiques, intellectuelles, c'est le propre de la démocratie. Si les Français pensaient qu'on pouvait continuer à agir de la même façon que ce qui a été fait jusqu'à présent, ils l'auraient dit au moment des élections. Et ça n'est pas ce qu'ils ont dit. Ils ont voulu un changement, ils ont voulu une transformation. C'est l'objectif que je me fixe. Et c'est le message que vous risquez d'entendre à nouveau, Jérôme Vérité. Vous souriez déjà. Oui, moi je ne reviendrai pas sur la légitimité, l'élection présidentielle, même si tout le monde a vu qu'Emmanuel Macron a obtenu 23% des voix au premier tour et un second tour qui a été ce qu'il a été, où il fallait faire barrage à l'extrême droite au Front National. Et donc de ce point de vue-là, la légitimité, on pourrait en parler longtemps. Au-delà de ça, je n'ai pas lu non plus dans le programme d'Emmanuel Macron les 150 pages des ordonnances. C'est-à-dire qu'en gros, il a avancé plus ou moins masqué sur un certain nombre de choses et il s'est réellement découvert, le gouvernement s'est réellement découvert le 31 août. Et donc c'est à partir de cette réalité-là que, évidemment, nous réagissons. Et encore une fois, que les gens réagissent, puisque les sondages montrent qu'une majorité aujourd'hui de gens est contre les ordonnances telles qu'ils nous sont présentées. Frédéric Anzac, qu'est-ce que vous attendez, vous, du gouvernement dans les jours qui viennent ? Certainement de prendre position très rapidement pour éviter ce genre de choses. Et ils ont déjà annoncé des déblocages. Alors, on espère que ça n'en viendra pas au char, comme on l'a vu en 92. Mais vous attendez à ce qu'ils soient très mobilisés, très vigilants face à la mobilisation ? J'espère pas. C'est-à-dire ? J'espère pas qu'il n'y ait pas une grosse mobilisation. Non, mais que le gouvernement soit vigilant face à cela. Mais que le gouvernement soit vigilant, réactif, et puisse recevoir rapidement monsieur et toutes les personnes qui ont des besoins. Qui soient ouverts aussi au dialogue, alors. Exactement, oui. Et dans ce cas-là, vous rejoignez aussi quelque part le mouvement qui peut se mettre en place. Pas particulièrement, non, je ne rejoins pas le mouvement de monsieur. Simplement, chacun est libre. Moi, je représente des artisans, donc c'est des très petites entreprises, de moins de 10 personnes principalement. Donc cette loi est plutôt bénéfique aux petites entreprises. Je veux dire, ça clarifie beaucoup de choses sur le travail et sur les salariés.
Raphaël Boromo. Ce qui est gênant là-dedans, c'est que si on commence à puiser dans les stocks de carburant, si la tension dure, c'est qu'on rentre dans un compte à rebours qui est très très gênant. Donc je pense qu'il y a une série de mesures que le gouvernement peut prendre déjà si le conflit commence à durer avant de taper dans les stocks de carburant. Mais l'idéal, ce serait aussi pour le gouvernement de ne pas rentrer dans une logique d'escalade verbale, comme ça a été le cas avec l'utilisation du mot fainéant par exemple, puisque ça excite les syndicats qui après se disent bon, puisque c'est comme ça, on va continuer le bras de fer. Et il ne faut pas rentrer dans une logique un peu d'escalade verbale stérile. Je ne sais pas si vous pouvez avoir tout ce recul historique, évidemment pas sur tous les conflits, mais qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a dénoué ces conflits dans le passé ? Ce qui a dénoué les conflits dans le passé, alors je suis trop jeune pour avoir tout vécu, mais c'est mais il y en a eu beaucoup, donc d'avoir un véritable dialogue social. Je veux dire, la France est une grande démocratie et de pas faire des fausses consultations ou des effets d'annonce ou une fausse fermeté. Je pense qu'il faut être capable, comme ça a été le cas en Allemagne, d'avoir une logique de co-construction entre les représentants des salariés et le gouvernement, sans remettre en cause la légitimité d'un président élu d'un côté, en citant les sondages de l'autre, parce qu'on pourrait dire à M. Vérité que le sondage n'est pas fiable non plus particulièrement. Donc là, on ne va pas avancer comme ça. On a entendu les messages divers au gouvernement. Votre message aux Français, très concrètement, ceux qui nous écoutent pour savoir ce qui va leur arriver dans leur voiture, j'y reviens, et dans leur station-service dès demain. Et d'abord, je les appelle dès demain, a priori... La journée consistera à informer d'une manière large. Peut-être que ça aura des conséquences ici ou là sur les ronds-points, etc. Puisque, évidemment, quand on distribue concrètement des tracts, ça peut avoir quelques conséquences de ralentissement, mais pas réellement au-delà. À partir du 25, effectivement, les choses seront extrêmement différentes. Mais si nous devons partir le 25, ça veut dire que nous n'aurons pas été entendus depuis le 13 septembre. Depuis le 13 septembre, nous appelons à la réouverture du dialogue, à la capacité du gouvernement à entendre. Donc ce que vous direz, c'est pas de notre faute, c'est la faute du gouvernement. Mais nous attendons que ça, que de rediscuter. Vous savez, la CGT a déposé puisque nous ne travaillions pas sur des textes, la CGT avait déposé un texte au gouvernement de proposition de réforme du Code du travail. Visiblement, il n'en a rien retenu. Donc, qu'il revienne à la table des discussions, qu'il entende ce qui se passe dans le pays, la grogne, et qu'il crée les conditions pour à nouveau dialoguer et prendre une réforme du Code du travail, parce que nous voulons une réforme du Code du travail, mais qui soit très différente de celle-là. Et on parle de convergence des luttes, on voit quand même ces deux syndicats en ordre dispersé, et aussi ce qui peut se profiler, profession contre profession, différents secteurs qui ont des intérêts différents dans ce mouvement. Est-ce que ça risque pas là aussi qu'il y ait une tension sociale généralisée ? Non, moi j'appelle à la convergence des luttes, bien évidemment. Encore une fois, l'ensemble des salariés sont concernés par les ordonnances. Non, ce que dit Frédéric Anzac, c'est que lui, ça l'arrange. Mais bien évidemment, en tant qu'artisan, en tant qu'employeur, probablement qu'un certain nombre de dispositions l'arrangent. Nous ne partageons pas ce que propose le gouvernement. Donc nous appelons l'ensemble des salariés à la mobilisation, à la convergence de la mobilisation. Encore une fois, nous appelons au 25 après la journée interprofessionnelle du 21. Et effectivement, je pense que c'est la bonne semaine pour monter le ton. Et si je peux rajouter quand même quelque chose, parce que dans notre secteur d'activité, il s'est passé aussi quelque chose d'extrêmement terrible qui va aussi avoir probablement un impact sur la mobilisation. C'est le renoncement d'Emmanuel Macron à lutter contre le dumping social. C'est passé plutôt inaperçu dans sa tournée européenne sur la directive détachement. Il a essayé de, entre guillemets, dealer avec les autres pays européens contre le règlement dans le secteur du transport routier, qui est pourtant un secteur extrêmement concerné par le dumping social, en le laissant de côté, en disant donnez-moi quelque chose sur la directive détachement, et puis je vous promets sur le transport routier, on laissera ça de côté. Et ça, c'est terrible pour l'image aujourd'hui des conducteurs routiers français qui n'en peuvent plus de ce dumping social-là. Et ça aussi, c'est un élément sur lequel, le 25, il faudra qu'on trouve des réponses extrêmement concrètes de la part du gouvernement. Et d'ailleurs, les choses sont liées. Dumping social européen et de l'autre côté des ordonnances qui permettent d'attaquer la fiche de paye des conducteurs routiers français, on voit bien qu'il y a une forme de logique. Et ça veut dire qu'on a déjà des routiers qui sont déjà échaudés, déjà en colère, et qui devraient se mobiliser en masse. On parle de quoi ? De dizaines de milliers de camions peut-être ? Mais bien évidemment qu'ils vont se mobiliser probablement en masse parce qu'ils sont échaudés. La question du dumping social en Europe, la question de la mise en concurrence des salariés les uns avec les autres, c'est déjà quelque chose d'insupportable. Ça a une conséquence très concrète d'ailleurs. C'est que le pavillon français aujourd'hui en Europe n'existe quasiment plus et qu'on a perdu des milliers et des milliers d'emplois avec ce phénomène-là. Avec une Europe incapable de réguler et incapable d'arrêter ce dumping social-là. Et ça, les salariés français du transport routier, ils n'en peuvent plus. Et à partir du 25, encore une fois, moi je lis la question des ordonnances et cette question du dumping social-là. Macron, qu'est-ce qu'il veut faire ? Il veut tirer tout vers le bas en s'attaquant
quand la fiche de paye des conducteurs routiers en baissant leur salaire. Concrètement, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut qu'on finisse par être payé au même taux que les salariés d'autres pays de l'Est, mais à ce moment-là qu'ils le disent. Et on l'entend dans vos mots, Jérôme Vérité, on peut s'attendre à une forte mobilisation de la CGT dans 8 jours. Maintenant, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous également, Raphaël Boroumeau, d'avoir été sur ce plateau. Merci Frédéric Anzac, représentant des pompistes cet après-midi, pour voir ce qui pourrait se passer dans les jours qui viennent cette semaine. À haut risque, la deuxième manche dans ce test social pour Emmanuel Macron et pour les syndicats. 4 rendez-vous en 8 jours. Le premier demain avec la CFTC, CFDT des routiers mobilisés. On revoit ce calendrier très chargé qui nous occupera sur LCI toute la semaine. On en reparle évidemment dans notre prochain journal à 18h.